À contre-temps, votre émission à l'évidence préférée avec Daniel Marceline. Oui, bonjour, oui, ravi de vous retrouver. Vraiment, même si on travaille, hein, mais c'est quand même, c'est quand même un Travail plaisir. intéressant. Oui, voilà, donc merci, merci de nous éviter la maladie d'Alzheimer. Absolument, Et donc, précoce, prématuré. j'ai une semaine intéressante. Je voulais signaler. Donc, je voulais signaler en fait une initiative de l'Union des femmes et de la société HLM qui a donné des noms de femmes à des résidences qui se trouvent au Terre-Saint-Ville. Et il y en avait 7. Donc ça permet de découvrir comment la société Ozanam utilise les dents creuses pour faire des résidences. Ouais. Et donc il y a la photo des femmes. Donc ce sont en général des femmes qui ont participé, qui sont des militantes, hein, qui ont milité au Parti communiste, qui se sont investies dans la vie sociale. Donc il y a Olga Ménil, il y a Madame Nicolas, Madame Mauvois, etc. Et donc il y a leurs photos et puis une plaque qui indique leur parcours. C'est assez bien fait. Donc je pense que c'est une initiative à saluer. Belle initiative. Monsieur de Rénal. Bonjour, ravi d'être encore une fois avec vous aujourd'hui. Et puis, si tu permets, j'aurais voulu pousser un petit coup de gueule, exceptionnellement. Pas trop fort. Pas trop fort, mais moi, je suis assez triste et choqué de voir qu'il y a des inscriptions sur les murs de Martinique, les murs publics, qu'on n'efface pas, qu'on laisse longtemps et qui délivrent des messages négatifs, soit des messages d'incitation à la haine, soit des messages racistes ou xénophobes. Et je vais ressortir de ce studio tout à l'heure, je vais repasser, comme je le fais depuis plusieurs mois maintenant, devant une inscription moi, qui me heurte chaque fois, français dehors, fini les vacances. Je trouve dommage qu'on ne mette pas en priorité d'effacer ce type de message de nos murs. Je pense qu'on s'en porterait mieux, ce n'est pas la peine de laisser dans le domaine public des inscriptions aussi négatives. Bonjour, ça me fait toujours plaisir. Je suis complètement d'accord avec toi, puisque ça m'a choqué également. Mais permettez-moi de faire un petit clin d'œil, puisqu'on est au mois de septembre, à la disparition d'Eugène Mona. Parce que beaucoup de communes ont célébré Eugène Mona. Et je pense que c'est tout à fait mérité, parce que c'est un homme qui a apporté énormément dans le patrimoine martiniquais. On est dans le mois du patrimoine. Voyez. Et puis c'est un gisement, Eugène Mona. Vous savez, Bois-Corée a arrangé des œuvres d'Eugène Mona. Aliliouan a arrangé des œuvres avec Manuel Césaire. Beaucoup d'artistes, Izzy Nenga, etc., ils ont fait, et nous, à Biguinja, on avait fait un projet, Eugène Mona aussi, avec Éric Pédurand, Raph Lavital. Donc je crois que Mona nous laisse un patrimoine qui nous donne une indication du chemin d'unité qu'on pourrait essayer de suivre. Voilà. Nous sommes une démocratie, enfin nous vivons dans un environnement démocratique imparfait, mais qui en tous les cas, en termes récurrents, permet à l'opinion publique de s'exprimer. Et je crois qu'à l'évidence, l'opinion publique a exprimé qu'elle considère que la situation de dépendance, la situation de néocolonialisme avec la France, en tous les cas, le lien avec la France est tout à fait accepté, tout à fait normal. Alors imaginons qu'à Créteil, qu'à Villetaneuse, qu'à Maubeuge, je passe et puis que je vois Martiniquais dehors, je serais malheureux, je serais très malheureux. Il y a un minimum de respect de la personne humaine qu'il faut avoir, quelle que soit sa couleur. Bon, alors, qu'une personne pas très sensée écrit ça, ça va. Mais qu'il n'y ait pas une édilité, qu'il n'y ait pas un maire, qu'il n'y ait pas même un citoyen lambda de venir effacer ça, ça montre que l'état pitoyable de l'esprit et de la morale de ce pays-là. Et puis c'est tout. Mais je l'aime tellement comme il est, en tous les cas. Qu'est-ce qu'on a comme problème d'actualité? Daniel, on commence par toi? Ah ben oui, si tu veux. Hein, alors, il se trouve que, de façon peut-être un peu surprenante, au niveau parlementaire, ouais. Il y a eu une chronique, une tribune qui a été signée à la fois par des députés de la majorité et des députés faisant partie de la NUPES. Alors, on en avait parlé, ça fait 2 ou 3 émissions. Hein. Oui, on ne savait pas pourquoi. Continue. Sauf la France Insoumise. Voilà, la France Insoumise n'a pas voulu. Et c'est à propos de l'immigration. Il y a une loi qui sera votée, qui va être discutée au mois d'octobre. Et dans cette chronique, les députés sont d'accord pour que l'on régularise des sans-papiers qui auraient une qualification dans les métiers qui sont actuellement sous tension en France.
Qu'est-ce que ça veut dire un métier sous tension? Ça veut dire qu'en fait, il y a des entreprises qui ne trouvent pas Voilà. de salariés embauchés. Voilà. C'est le cas de la restauration, c'est le cas du bâtiment. Donc il y a un certain nombre de métiers comme cela où les entreprises, pour fonctionner, ont besoin de main-d'œuvre qu'elles ne trouvent pas. Et il se trouve qu'elles pourraient l'avoir dans les immigrés à condition qu'on les régularise. Donc, par conséquent, ils ont signé. Alors, je pense qu'il faut saluer le fait que, sur une question, ça peut être celle-là, ça peut être une autre, hein, mais que des députés de partis différents arrivent à se mettre d'accord de façon ponctuelle. Et moi, je crois que c'est un peu la voie. Ça ne veut pas dire qu'on renonce, que chacun renonce à ses convictions, mais sur un sujet donné, on est capable de se mettre ensemble. Absolument. Mais moi, ce qui me choque, c'est que des élus de gauche, au motif que que ça serait une loi utilitariste. C'est pas de gauche, hein, la France insoumise. Oui, oui. Parce que c'est de gauche, hein, il y en a de gauche qui ont signé. Oui, je reprends, si vous le permettez, que des députés ont refusé de signer cette tribune au motif qu'elle aurait un caractère utilitariste. Voilà. Oui, c'est utilitariste, puis ça permet à des gens qui bossent et tout, de trouver un emploi. Emmanuel, parle-nous de l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, on en parle beaucoup, mais pour matérialiser ce que c'est, vous êtes dans une pièce fermée et vous allumez un barbecue, vous fumez et vous n'ouvrez pas les fenêtres. Ah ben, la Terre, c'est exactement ça. Ça permet de comprendre ce qu'est l'empreinte carbone. C'est toute la pollution, tout ce qu'on émet dans un espace clos et qui rend finalement cet espace invivable. Au bout d'un certain temps, vous ne pouvez plus respirer et vous vous éteignez. C'est ce qui est en train de se passer à l'échelle de la planète. On émet, et ça s'accumule. Et il n'y a pas de capacité de sortie de ces gaz à effet de serre, si ce n'est ce qu'on appelle les puits carbone, donc l'océan, mais qui est en grande difficulté, qui absorbe de moins en moins les gaz à effet de serre, et puis les espaces verts, donc les forêts, qui elles aussi diminuent, et ces puits de carbone sont en grande fragilité. Donc ça, c'est un phénomène grave, avec des disparités dans les émissions, parce qu'il y a des pays qui émettent bien plus que d'autres. Le Qatar, par exemple, ce qui est le record mondial d'émissions de gaz à effet de serre, 35 tonnes par habitant au Qatar d'émissions de gaz à effet de serre, de carbone, enfin, c'est colossal, et qu'on peut comparer à l'émission moyenne d'un habitant d'Afrique, qui est de 0,7 tonnes. 0,7 contre 35 tonnes. Vous voyez la disparité. Et derrière ces disparités, il y a des comportements, il y a des usages. Il y a alors des usages, c'est dans l'alimentation, c'est dans la production économique, c'est dans la consommation d'énergie, c'est dans les transports. Donc c'est tous ces aspects-là qu'il s'agit maintenant de regarder attentivement pour voir dans quelle mesure on peut revoir nos comportements pour réduire tout ça et pour que cette pièce, finalement, s'aère un peu plus pour nos enfants. Parle-moi de tes amis, les géants, du pétrole. C'est un peu le même sujet. Oui. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y a des engagements qui sont pris depuis très longtemps. Ouais. Et on va le voir, notamment par des compagnies pétrolières, les grosses compagnies pétrolières, il y a des engagements qui sont pris. À la fois des informations qui sont données par ces entreprises. C'est-à-dire, on constate au bout d'un certain nombre d'années que les engagements, très souvent, ces entreprises-là mentent. Elles dissimulent. Elles prennent des engagements qu'elles ne tiennent pas. Elles trompent. Elles trompent. Voilà, il y a une tromperie généralisée. Ce qui fait que l'État de Californie a pris des mesures pour faire des poursuites judiciaires contre ces géants pétroliers. Mais c'est vrai que tous les problèmes dont tu parles, pollution, réchauffement climatique, sont liés, bien évidemment, à ces engagements qui ne sont pas tenus. On l'a vu dans notre émission déjà par des États, et on va le voir aussi dans la question des océans dont tu as parlé, mais aussi par des sociétés privées qui s'étaient engagées et qui ont même menti sur les conséquences si vous voulez, de l'usage des énergies fossiles sur la population. Donc c'est vraiment très grave, quoi. On en parle beaucoup, mais je ne sais pas si on progresse véritablement dans la résolution de ces problèmes. Je voudrais faire un petit clin d'œil à un artiste, à l'œuvre de l'artiste qui est décédé, c'est Fernand Botero, qui est célèbre pour ses peintures et ses sculptures, qui représentent des personnages et des animaux aux proportions énormes, exagérées, qui reflètent le goût de l'artiste, on voit une photo, pour la satire et la caricature de son travail. Il passe de l'imagerie folklorique colombienne aux œuvres emblématiques de Diego Velázquez, de Pablo Picasso et Francisco de Goya. Je trouve ça marrant que tout le monde fait. Il y a le culte de la minceur,
Et lui, il peint des grosses femmes. C'est tout ça, un petit clin d'œil. Le pape nous a expliqué qu'il vient à Marseille et pas en France. C'est presque polémique. Il se rend sur les rives de la Méditerranée, on en a entendu assez parler. Il est en train de célébrer une messe au moment où nous parlons au Vélodrome, après avoir clôturé les rencontres méditerranéennes, un festival mêlant culture et religion, avec 120 évêques. On le remercie, il remet à Marseille à l'honneur la fraternité comme valeur fondamentale, se réjouissent les habitants de la cité phocéenne. Le pape se rend sur les rives de la Méditerranée, c'est symbolique pour lui, parce qu'il a une particularité, c'est qu'il est loin du catholicisme français, il ne se préoccupe pas des problèmes de l'Église française et de l'Église en tant que telle, des violences sexuelles ou le manque de vocation, etc. Il est très préoccupé par une autre dimension, plus des préoccupations du monde du Sud, quoi, notamment l'immigration. L'immigration est malheureuse et extraordinaire. Un jardin mémoriel a été décidé depuis quelque temps, puis finalement il aura lieu. Tu as dit 2 mots? Ah ben oui, c'est-à-dire que peut-être que ceux qui nous regardent s'en souviennent, il en avait été beaucoup question, c'est-à-dire qu'il est question d'établir un mémorial sur lequel il serait apposé les 200 000 noms d'esclavisés dans les Antilles francophones. Au moment de l'abolition. Au moment de l'abolition. Yes. Et donc, par conséquent, il y a eu une petite polémique, je dirais, sur le choix du lieu. Et le président de la République s'était engagé à ce que cela soit fait. Nous avions eu l'occasion de dire que Serge Romana avait été nommé directeur, maître d'œuvre pour pouvoir faire aboutir le projet. Oui. Et ça y est, c'est fait. On a l'emplacement, c'est le Trocadéro. Ça avait déjà fuité parce que le ministre délégué des Outre-mer l'avait dit. Mais enfin, toujours est-il qu'au Trocadéro, il y aura un mémorial sur lequel on pourra lire les 200 000 noms des personnes qui ont été libérées en 1848. Et cela est prévu pour 2025. Est-ce que c'est symboliquement fort? Ah ben absolument. Et puis, c'est l'aboutissement d'une lutte. Hein. Moi, je pense qu'il faut toujours reconnaître ce que... Quand on regarde d'où on est parti, parce que Serge Romana et Emmanuel Gordien parlaient de la marche de 1998, où il y avait 40 000 Antillo-Guyanais qui avaient défilé silencieusement, et puis ensuite, il y a eu la loi Taubira. Quand on regarde les progrès qui ont été accomplis, il faut se réjouir. Ça ne veut pas dire que le travail est fini, ça veut dire qu'il y a une étape on avance et qu'il faut continuer. Il ne faut jamais arrêter. Mais il faut reconnaître ce qui a été fait. Très bien. Nous passons aux actualités. Moi, je ne comprends pas qu'il puisse exister un barème des impôts flexible. Il bouge de temps en temps, il y a une loi de finances. Tu nous expliques ce processus D'abord, oui, on parle d'impôts, c'est jamais un sujet très agréable, mais c'est pourtant un sujet important puisque c'est la contribution de chacun de nous au bien public. Et donc, l'impôt sur le revenu, d'abord, il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est un impôt qui est assis sur 5 paliers de revenus avec des taux qui changent quand on change de palier de revenus. Entre 0 et 10 000 euros de revenus annuels, par exemple, vous ne payez pas d'impôt. Donc, votre taux est de 0. Et puis, si vous avez un revenu annuel de 20 000 euros, vous ne paierez pas d'impôt sur votre première tranche et vous paierez 11% d'imposition sur votre deuxième tranche. Et ça monte comme ça jusqu'à 5 tranches, la 5e tranche étant de 45%. Donc, on va de 0% à 45% selon les tranches de revenus. Alors, il ne vous a pas échappé qu'en ce moment, le monde traverse un temps d'inflation important. Et donc, l'État a décidé, comme il le fait d'ailleurs chaque année, d'ajuster l'augmentation de ces tranches de revenus du taux de l'inflation pour ne pas pénaliser les contribuables et faire en sorte que l'inflation ne vienne pas rajouter une peine d'impôt. Donc c'est une justice, c'est une mesure de bonne justice pour permettre à ne pas être pénalisé. Ce qu'on peut rappeler quand même, c'est que moi, quand tu m'as donné ce thème, j'ai un petit peu regardé, j'étais un peu surpris de constater 2 choses. La première, c'est plus de la moitié des Français ne payent pas d'impôts. Oui.
Ça, c'est quand même, faut le Exact. rappeler, c'est quand même 55% des foyers ne payent pas d'impôt. Autrement dit, la contribution par l'impôt du bien collectif est assurée par une minorité de Français. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'impôt sur le revenu, dont on parle beaucoup, est loin d'être l'impôt qui a le plus gros rendement en France. Là encore, le premier impôt en termes de rendement, c'est la CSG. La CSG qui rapporte à l'État 123 milliards d'euros par an, alors que l'impôt sur le revenu n'en rapporte que 74 milliards, c'est-à-dire pratiquement la moitié. Et la différence, c'est que la CSG, elle, ça n'est pas un taux progressif, c'est un taux unique, assez bas, mais que tout le monde paye. Donc c'est le principe de l'assiette qui est élargi. Donc là, 100% des Français, d'une certaine manière, payent cet impôt, et ça permet, là, pour le coup, d'apporter beaucoup plus d'argent à l'État. Et l'autre impôt qui est encore plus contributif que l'impôt sur le revenu, c'est ce que vous payez tous les jours quand vous consommez, c'est la TVA. La TVA qui, elle, rapporte 114 milliards d'euros. Donc c'est important de rappeler ces éléments-là, et puis de dire enfin que d'une manière générale, les Français font partie des peuples au monde les plus imposés. Quand on additionne toutes ces taxes, la contribution des foyers en France par la cotisation aux biens publics est de loin la plus importante, puisque je crois qu'on dit que 57% du PIB est constitué de ces apports de contribution des contribuables. Nous avons à Martinique une population de 320 000 habitants à peu près, sauf erreur de ma part. Nous avons 149 281 ménages fiscaux. C'est donc la proportion que tu... En 2020, ce sont les derniers chiffres, la part des ménages fiscaux imposés en 2020 est de 34,6%. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 19 020 euros sur cette tranche étroite. L'impôt est nécessaire, l'impôt est indispensable. L'impôt est une façon de contribuer au bonheur collectif. Et on ne peut pas y échapper. Alors c'est d'ailleurs un des thèmes qu'on revoit souvent, et c'est vrai que c'est intéressant de mettre ça sur la place publique, parce que ne faudrait-il pas quand même dire que tout le monde devrait s'acquitter de l'impôt, même sur un plan symbolique, même si c'est à hauteur de 1 euro par mois ou 10 euros par an, de manière à parce qu'un certain reproche qui est fait, alors ce sont des observateurs, hein, là je ne prends pas parti, mais qui est de dire le fait de s'extraire de la cotisation au bien public par l'impôt, finalement distend un lien national. Et le fait de dire je contribue au bien public en payant, en acquittant mon impôt, ça peut resserrer aussi des liens, ça peut recréer une unité qui a peut-être tendance à se disloquer. Et donc, pourquoi ne pas imaginer, en effet, de baisser peut-être les barèmes collectivement et d'instaurer un palier symbolique pour les premières tranches. Ça fait partie des réflexions qui sont en ce moment à l'étude chez certains observateurs. C'est à quoi Kipling te répondrait, cela fera l'objet d'une autre histoire. Deux historiques du PPM remettent en cause les orientations politiques de Serge Letchimy par une lettre ouverte, Daniel. Oui, alors, c'est un peu généralisé. En fait, ce n'est pas toutes les positions politiques de Serge Letchimy, c'est une position précise. Okay. Alors, rappelons d'abord qui sont les auteurs, à savoir Rodolphe Désiré et Michel Ponama. Rodolphe Désiré a été secrétaire général du PPM, il a été sénateur, maire du Marin, et Michel Ponama, il a été membre du bureau politique. Ce sont, tu as raison de dire, des historiques. Et cette lettre, à mon avis, est intéressante parce que il faut sortir du cancan politique, pas essayer de dire « Ah, voilà, Letchimy est attaqué par des historiques ». C'est pas l'objet, parce que les deux auteurs de cette lettre, ils n'ont pas d'ambition politique, ils ne sont pas en compétition politique avec Serge Letchimy, ils ne prêchent pas pour leur paroisse pour obtenir quelque chose. Simplement, me semble-t-il, cette lettre, c'est une invitation au débat. C'est-à-dire que, en fait, ce qui a donné lieu à cette lettre, c'est qu'ils sont en désaccord avec la délibération qui a été prise à l'Assemblée
à l'instigation du président du Conseil exécutif, indiscutablement, sur la question du créole, pour dire que le créole sera la langue officielle au même titre que le français. Donc, il y a plusieurs points de désaccord, et ce sont des désaccords de fond. C'est-à-dire de dire, d'une part, dans le programme politique, il n'avait pas été mandaté pour cela. D'autre part, la Constitution française ne le permet pas. D'autre part, il aurait été peut-être intéressant, de la même façon qu'il y a eu une consultation publique pour l'hymne et pour le drapeau, qu'il y ait une consultation de la population sur cette question-là. Bref, c'est-à-dire qu'il considère que c'est une question qui est en fait suffisamment importante pour qu'elle fasse l'objet d'une discussion au sein de la population, et non pas qu'elle soit dictée, et qu'en plus, disent-ils, ça peut-être dévie le débat sur des préoccupations essentielles des Martiniquais qui relèvent de leur vie quotidienne et qui sont donc importantes à prendre en compte. Donc, comme je le disais, me semble-t-il, c'est une invitation au débat, ce n'est pas une polémique stérile, et peut-être plus que d'entendre ce que pourraient être amenées à dire des personnes qui applaudissent en disant « ouais, voilà le président marronne, etc. », plus de dire « voilà, emparons-nous de cette question », parce que, encore une fois, ce sont des personnes qui demeurent loyales, qui demeurent correctes, et donc ce n'est pas un problème d'opposition de politique, mais c'est une invitation de pouvoir discuter, et j'espère que cette invitation sera écoutée. Absolument, absolument. On ne va pas faire de la polémique parce que c'est une question qui est passionnante et qui relève vraiment de la philosophie, de tout ce qu'on peut, de la sociologie, de l'anthropologie, etc. En tous les cas, les éléments qu'à l'occasion j'ai réunis qui sont là montrent que ça va au-delà de parler espagnol, anglais, plutôt que d'apprendre aux petits le créole, ou alors que ouais, il faut s'occuper de l'eau, des transports, etc. Mais c'est évident qu'il faut s'occuper de l'eau, c'est évident qu'il faut s'occuper des transports, c'est évident qu'il y a des insuffisances. Mais il y a aussi que cet élément fondamental qui est la langue. J'ai fait des révisions, et qui est fondamental pour la structuration mentale même de l'individu, elle n'est pas négligeable. Alors, il ne faut pas que ça soit la langue ou les transports publics ou les déchets. Il ne faut pas que ça soit l'anglais, il faut que ça soit le tout. Tout à fait, mais la langue, le fait qu'elle n'a pas besoin, en l'occurrence, peut-être, d'avoir son inscription dans la Constitution pour être reconnue comme une langue, pour être défendue par des programmes scolaires, ce qui est déjà le cas, pour être utilisée dans le langage, pour faire partie, pour qu'elle soit utilisée pour qu'on se l'approprie, pour ceux qui ne se l'approprieraient pas encore. Donc ça n'est pas impossible. Cet aspect qui relève de la méthode n'est guère intéressant, parce qu'en fait, il s'agirait de comprendre dans l'obscurité la plus totale la praxis, la pratique, la pédagogie de M. Letchimy. Il sait très bien que cette langue ne peut pas être une langue officielle. Il sait très bien qu'on la parle, cette langue. Lui-même, il ne ponctue pas 3 phrases sans mettre une interlocution en créole. Pourquoi il le fait? Alors, ça relève de la psychologie, ça relève de ce que l'on veut, mais il le fait parce qu'il pousse les pions en avant. A-t-il raison de le faire? Je ne sais pas, c'est lui le politicien, sinon je serai à ses côtés ou je serai contre lui. Donc, rentrer dans ce débat, c'est pas ce niveau que le débat est intéressant. Le débat est intéressant de savoir si sa méthode est bonne. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si la problématique est suffisamment importante pour qu'on puisse la résoudre par la technique, par la méthode pédagogique qu'il a utilisée. Donc, élevé, quoi. On ne montait plus, on ne montait les mondes-là, quoi, on ne montait la rivière, quoi, pour essayer de résoudre ce problème. En tous les cas, bon, tout le monde le dira, il le saura, le Parlement espagnol s'ouvre au catalan, à l'euskera, à l'idiome basque, avec des traducteurs au sein de l'Assemblée. Donc, bon. Mais ils n'ont pas le même statut. Ils sont pas. Oui, mais oui, c'est là l'erreur. C'est de dire que comme ils n'ont pas le même statut, nous, on n'a pas le même statut. Ça, c'est resté au niveau des. Parce que je ne vous agresse pas, mon cher confrère. Bien sûr. Mais voilà. Retrait des forces françaises en Afrique pour Dominique de Villepin. Tiens, il revient. Christian, tu le disais? Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais j'aime bien entendre ce monsieur-là, ouais. Dominique de Villepin. Je trouve qu'il a de la hauteur de vue. C'est un grand homme déjà en taille.
il a une expérience, qu'on le veuille ou non, il est un peu situé dans l'histoire, parce qu'on se souvient que quand il y a eu la Bush, la guerre en Irak, c'est lui qui a été le porte-parole, me semble-t-il, je crois qu'il était Premier ministre, de Jacques Chirac récemment. Donc je crois qu'il faut l'écouter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur l'Afrique, il donne son regard. Alors, il dit, Ngolo, nous sommes fautifs de méconnaissance du développement de l'Afrique. Nous sommes fautifs de n'avoir pas constaté qu'il y a une jeunesse africaine aujourd'hui qui n'a pas du tout les mêmes références que les anciens et qui est mondialisée à travers effectivement les réseaux sociaux et qui ne voit pas du tout Nous sommes aussi coupables d'avoir été, comment dire, pas créatifs en Afrique. Nous sommes restés avec nos militaires, nous avons pactisé avec les bongos, les ceci, les cela. Donc en réalité, ce qui nous arrive n'est pas étrange. Et puis j'ai envie de dire, sans vouloir condamner, mais c'est vrai, rappelez-vous les bienfaits de la colonisation, des choses comme ça. Ça heurte des jeunes Africains. Tu ne peux pas leur parler des bienfaits de la colonisation alors que tous les jours, ils sont dans une misère relative, en tout cas, au Niger, au Burkina Faso. Donc je pense qu'effectivement, les relations, en tout cas les interventions de Villepin portent en quelque part une analyse sur le côté préventif qu'il n'y a pas eu suffisamment et le côté trop conservateur de la relation africaine. Donc, il revient, même aussi sur le maintien, par exemple, de l'ambassadeur au Niger. Il dit, bon, il n'y a pas de raison de comment non, tu attises de feu, tu fais. Alors là aussi, il semble que M. Macron n'a pas la bonne décision. Donc, en tout cas, je pense qu'il est aussi conscient que l'Afrique a besoin, bien évidemment, de l'Europe et que la francophonie aussi, c'est un élément important dans la réunification, si je peux dire, des relations. Et au fond, je me suis dit que ça aurait été intéressant que M. Macron puisse discuter avec des gens comme de Villepin, qui, à mon avis, sont pétris d'une expérience et d'une modération, je pense. Hein. Je crois que ce n'est pas un extrême, hein. Je pense que c'est un homme qui a... Voilà. Tu as tout dit. C'est la raison pour laquelle... Parce qu'en fait, Villepin dit ce que beaucoup disent, mais qui sont opposés frontalement à Macron. Et donc, c'est bien que tu précises que même un proche idéologiquement de M. Macron lui rappelle quand même des éléments de bon sens et de logique. On va parler des problèmes de société, si vous voulez bien. Alors, à l'heure du dérèglement climatique, est-ce qu'il faut arrêter d'avoir des enfants? Parce que ça bouffe de l'oxygène, ça a une empreinte carbone, Daniel. Oui, non, mais c'est vrai que bon, on entend tout. Hein, on voit des gens très sérieux, hein, parce que c'est une thèse qui est préconisée par des scientifiques qui disent que bon, des enfants qui sont nés dans les pays développés, hein, ils précisent, sont amenés à avoir une émission qui sera beaucoup plus élevée et que donc par conséquent ils seront aussi amenés à surconsommer. Donc peut-être il serait bien de limiter le nombre d'enfants. Alors moi je trouve ça franchement totalement surréaliste comme raisonnement. Pourquoi ? Parce que quels sont les pays les plus producteurs de gaz à effet de serre? Emmanuel en a déjà un peu parlé. C'est d'abord la Chine, en premier suite. Ensuite, ce sont les États-Unis. En troisième position, c'est l'Union européenne. Or, ce sont ces pays dans lesquels il y a des problèmes de démographie. Ils ont tous une démographie en train de descendre. Donc, par conséquent, le raisonnement, cette proposition, elle est à sa base, elle est sapée parce que, justement, ces pays-là ont une baisse de démographie. Et selon moi, non seulement c'est pas un raisonnement, c'est un raisonnement que je trouve absurde, mais en plus, je trouve que ça occulte de la recherche des vraies causes du réchauffement climatique. Et Emmanuel en a parlé, à savoir, c'est l'énergie, c'est-à-dire l'extraction de gaz, d'énergie fossile, de gaz de charbon, de pétrole, l'énergie qui est dépensée pour les transports. Ce type d'affirmation occulte comment ce sont tous ces secteurs-là qui sont producteurs le plus de gaz à effet de serre. Par contre, moi je pense qu'il y a un point, peut-être qu'effectivement les jeunes vont faire moins d'enfants. Mais pourquoi ? Parce que les adultes les auront désespérés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, dans plusieurs pays,
occidentaux, européens, États-Unis, il y a eu des jeunes qui ont défilé dans les rues parce qu'ils sont désespérés de voir qu'on ne prend pas de mesures suffisantes pour eux. Parce que c'est eux qui sont les plus concernés. Donc ceux-là, oui, mais c'est l'inaction qui peut faire désespérer d'avoir envie de procréer. Il y a toujours eu des idées eugénistes, c'est ça le mot? Folles comme ça. Hein. La Chine elle-même, elle avait limité à 2 enfants, un enfant. Un enfant. Un enfant, et puis maintenant, il y a des enfants. Il y a des uluberlus sociétaux qui lancent et souvent avec des effets pervers et mauvais pour l'évolution du monde. L'OMC s'inquiète d'une fragmentation de l'économie mondiale. Ça veut dire qu'on avait rêvé d'une société ouverte, avec une libre circulation des marchandises et des choses, avec donc une paix tirée de la Lex, je ne sais pas laquelle, enfin, la loi du commerce, de route de la soie qui vont partout. Et puis on se rend compte que maintenant, tout ça, avec des différents éléments dont tu vas nous parler, tout ça se rétrécit, se rétracte, et que c'est... Mais que quand même, il ne faut pas, pour ceux qui y croient, désespérer du mondialisme. Oui, la mondialisation, c'est l'intensification des échanges entre les différents États du globe. Ça, c'est un mouvement qui ne cesse de se développer, malgré tout, depuis plusieurs décennies. Et aujourd'hui, le monde est entremêlé, est en interaction constante, État après État, avec une observation que l'on fait depuis quelques années, qui est un regroupement de ces interactions dans les 2 grands blocs qui finalement s'opposent sur la planète. On en a parlé la semaine dernière, rappelez-vous, la géopolitique aujourd'hui oppose finalement le bloc occidental autour des États-Unis et puis le bloc asiatique autour de la Chine. Et c'est ça le vrai combat, la vraie guerre qui est aujourd'hui une guerre économique, oppose ces 2 grands mondes, si vous voulez. Et jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a peu de temps, les échanges interpénétraient tous ces mondes-là sans aucune frontière. Et bien maintenant, on revoit se dessiner des frontières entre les échanges autour de ces 2 pôles. Et donc, effectivement, les pays satellites, on va dire, c'est peut-être pas le très bon terme, échangent davantage avec leur centre idéologique. Donc, ça peut être les pays de l'Occident avec les États-Unis. Et puis, on voit le même phénomène autour de l'Asie. Il y a une espèce de politisation ou de géopolitisation des échanges économiques qu'on est en train d'observer. Alors, ce sont des tendances, ça ne bouleverse pas tout, parce qu'il y a encore quand même des interpénétrations entre les mondes, mais on voit bien que la Chine et les États-Unis mettent à leurs frontières des barrières pour limiter les échanges entre les 2 blocs, des barrières douanières, des barrières sous forme de normes pour pouvoir rendre les produits asiatiques plus difficiles d'accès aux États-Unis ou en Europe et inversement, etc. Donc, on est quand même dans une guerre, géopolitique importante à ce niveau-là. Et puis, ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que ce mouvement, en réalité, c'est compliqué de le dater, mais il y a un phénomène accélérateur, ça a été la crise Covid. La crise Covid, rappelez-vous, on s'est rendu compte à un moment donné que, on dépendait énormément des échanges extérieurs et que finalement, on s'était déshabillé chacun dans nos capacités d'être autonome dans nos productions. L'Europe s'est retrouvée complètement démunie, incapable de fabriquer des masques qui sont des bouts de papier. Enfin, c'était incroyable. Ce talon d'Achille nous a sauté au visage. On n'avait plus accès à des médicaments qu'on produisait nous-mêmes. On dépendait de la Chine, on dépendait de... Et donc, il y a une prise de conscience qui s'est faite à ce moment-là pour considérer que c'était important de réindustrialiser nos territoires, de remettre de la production à nos côtés. Et ce grand mouvement, je crois que c'est un mouvement sain pour le coup, parce que c'est une des réponses d'ailleurs au combat contre le changement climatique, parce qu'il faut quand même limiter les échanges de transport inutiles de matériel qu'on peut consommer sur place. Il vaut mieux d'ailleurs s'alimenter avec ce qu'on produit chez soi, plutôt que de faire venir des fruits de Nouvelle-Zélande, etc. Donc, ce grand mouvement, je pense que la Covid nous a permis de prendre conscience de l'importance de réindustrialiser. Et d'ailleurs, en France, on voit bien, Emmanuel Macron a complètement viré de bord sa stratégie économique
en voulant réindustrialiser le pays. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il a inauguré récemment des méga-usines dans le nord de la France, avec des filières qu'il veut remettre sur son sol, des filières de batteries notamment, etc. Donc ça procède de cette logique. Pas que lui, également Biden avec son plan de soutien à l'industrie américaine, etc. Alors, il faut comprendre, parce que c'est un débat d'ailleurs qui existe chez nous, dans notre petit pays Martinique. Le tout commerce favorise la baisse des prix. Si aujourd'hui on a accès aux biens de manière assez, toute proportion étant égale par ailleurs, c'est parce que quand on achète chez les pays producteurs les moins chers, on arrive à donner accès à des biens. Donc le pouvoir d'achat dépend du tout commerce et la production, en réalité, quand on produit dans des petits territoires comme la Martinique, on doit accepter de payer un peu plus cher ce qu'on produit parce qu'on n'a pas les économies d'échelle. Mais c'est un vrai débat quasi philosophique parce que faut-il privilégier une forme d'autonomie et de fierté de production, quitte à parfois à faire une impasse sur le portefeuille, ou alors faut-il devenir un comptoir qui n'existe que par l'importation et se retrouver sans aucune capacité de résistance quand il y a un coup comme le Covid, par exemple. C'est un vrai sujet. Et l'arbitrage, bien malin celui qui saura le faire finement, mais c'est important, je trouve, dans le temps que l'on traverse, de prioriser quand même toutes les capacités productives de nos pays, et en particulier de la Martinique. Ça tend à exiger plus de pouvoir sur les leviers, sur les manettes, sur la fiscalité, sur les droits de douane, sur la protection de la production. D'une part, et d'autre part, de coopérer davantage avec les acteurs économiques, parce que vous n'allez pas fabriquer d'usines si vous ne leur donnez pas des signaux positifs. Fort. C'est clair. Culture. On va s'engager dans un domaine très complexe, très subtil, et la personne qui peut faire ça bien pour nous, c'est Daniel Marceline, avec un sujet qui s'appelle « Une écologie décoloniale ». Oui, en fait, je pense qu'il est important de mettre un peu de lumière sur nos têtes pensantes martiniquaises. En l'occurrence, nous avons un jeune qui est Malcolm Ferdinand, dont les parents sont martiniquais, qui vivent en Martinique, qui sont connus, Alex Ferdinand, Nadiège Noël, qui sont des militants de très, très longue date. Et d'ailleurs, s'il s'appelle Malcolm, c'est bien une référence à X. À X. Et donc il a un parcours brillantissime. Il est chercheur au CNRS, il a un diplôme d'ingénieur environnemental et il a sorti une thèse qui est sur justement l'écologie décoloniale, qui a été primée à deux reprises. Et c'est quelqu'un qui donne des conférences au Brésil, en Afrique, il est invité à des colloques. Donc c'est un penseur, c'est un intellectuel qui a des concepts. Et son ouvrage, qui s'appelle Une écologie décoloniale, a comme sous-titre « Penser l'écologie depuis le monde caribéen ». Et c'est un ouvrage qui est destiné à faire réfléchir. Hein. Il y a des concepts qui sont produits. Et il dit, Malcolm, qu'il a voulu changer le lieu de production du discours et du savoir. Et donc, ça veut dire que c'est une pensée originale dans son lieu. Et il dit que l'écologie, il faut qu'elle soit pensée dans le Sud. Et pourquoi dit-il ? Il dit que l'histoire de la Caraïbe permet de le faire. Il dit au moment de la colonisation, lorsque il n'y a pas eu seulement une domination des hommes avec la traite et l'esclavage, il y a eu une domination de la nature, puisqu'il y a eu une destruction des écosystèmes, il y a eu un déboisement. Prenons l'exemple simplement d'Haïti, qui était un pays qui était absolument boisé et qui maintenant, qu'il suffit de survoler, de voir comment c'est sec et aride. Donc la liaison de ce système, c'est pas seulement concernant les hommes, c'est également concernant la nature. Et donc, pour pouvoir avoir une pensée de l'écologie, il ne faut pas seulement
appliquée, et il y a une critique des Verts, si vous voulez, occidentaux, parce que c'est une pensée occidentale qui ne prend pas en compte tous les éléments qui doivent émaner de nous-mêmes. Donc on peut ne pas être toujours d'accord avec ce qui est dit, mais ce qui est vivifiant, c'est de voir un jeune intellectuel proposer un discours cohérent et d'autre part de nous inviter, ce que nous ne faisons peut-être pas assez souvent, à penser nous-mêmes. Édouard Glissant le disait déjà, pense en ton lieu. Et donc c'est important, me semble-t-il. Et donc c'est pour cela que je recommande la lecture de Malcolm Ferdinand, Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen. Une couleur rouge recouvre le ciel, les vagues s'agissent, l'eau monte, les forêts tombent et les corps s'enfoncent dans ce sanguinaire gouffre marin. Les cieux tonnent encore devant ce spectacle. Le monde est en pleine tempête. Tu as raison de souligner l'écriture. Voilà, c'est ce que c'est. Absolument, parce que oui, Voilà. Il a vraiment un talent Il est d'écrivain. un talent d'écrivain. On va passer à la musique, n'est-ce pas? Alors, Christian, si je te fais « Aïe, Dominique Aïe, aïe, aïe. » C'est ça? Bon, hein. En fait, la Dominique, c'est un petit pays qui a montré depuis ces dernières décennies sa vitalité créative. Hein. Rappelons Jeff Joseph, les Graham Max, Bill Omen, Exil One. Exile One, tout ça. Donc mais c'est extraordinaire. Et puis le genre, le cadence Lipso aussi qu'ils ont inventé, qui sont derrière. Alors parmi effectivement ces artistes, il y a Ophélia. Hein. Son nom vrai, c'est Ophélie Marie. Ouais. Hein. Elle est née à Curaçao. Elle est originaire de la Dominique. Elle est née à Curaçao. Elle a 72 ans aujourd'hui. Voilà. Et elle est identifiée comme la grande dame de la chanson dominicaine depuis très longtemps. Les festivals sont organisés avec son initiative, celle de son mari, les festivals de musique créole. Et elle a commencé assez tôt, et je vais vous proposer d'écouter Émigration, parce que vous savez que la Dominique, c'est 72 000 habitants. La Dominique perd 2-3 000 habitants chaque année, il faut le savoir. Ouais. Il y a un combat aussi contre l'immigration pour que ces gens restent en pays. Et je vais vous faire écouter une chanson qu'elle a chantée depuis très longtemps. Elle a été très jeune, qui s'appelle Émigration. Yes. Alors, on a toujours ce viking de Guyane Oui, que nous remercions d'avoir mis à notre disposition. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, Ophélia, c'est la première femme dominicaine qui a eu un itinéraire, disons, international. Parce que, voilà, la première entité, c'est nous, Guadeloupe-Martinique, puisque le créole, encore une fois, a favorisé notre interconnexion. Et puis, elle a joué en France, elle a joué en Europe, elle a fait beaucoup de concerts. Elle a une production discographique assez intéressante également. Et tout à l'heure, je vais vous parler de son mari qui s'appelle McCarthy Marie, qui est son compositeur. Mais je vous propose une deuxième chanson où, effectivement, cette chanson, c'est l'hymne de la Dominique. Et tu l'as dit, c'est Aïe Dominique.
c'est qu'elle a chanté dans des chorales d'église. Oui. Elle a été très admiratrice également de la grande Myriam Makeba, qui était véritablement son modèle. Et puis elle nous a donné de belles petites chansons d'amour. Oui. Je vous propose d'écouter cette troisième chanson. Chante-moi Doudou, une chanson d'amour. Ah, bah alors ça, Doux c'est- comme pas possible. Alors ça c'est classique. Chante-moi, chante-moi doudou, une chanson d'amour. Ça fait longtemps nous pas chanté, une chanson d'amour. Chante-moi, chante-moi doudou, une chanson d'amour. Ça fait longtemps nous pas chanté, une chanson d'amour. Galou, bah moi yon petit beau. Est-ce qu'elle changeait à ta soirée? La vie t'est ouais de nous pas tenir en rien. Après ça, nous tenir des types de chansons. Pas chanson cochon ni révolution. Alors, elle a toujours été, je dirais, coachée, mais encadrée par son époux, qui s'appelle McCarthy Mary. Alors, je me permets de vous dire, McCarthy Mary, il est le représentant de la PRS, qui est l'équivalent de la SACEM, Performing Rights Society, à la Dominique et pour la Caraïbe. Alors, il faut savoir que ce monsieur, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, et son ambition, c'était de créer des sociétés d'auteurs indépendantes dans la Caraïbe, notamment dans la communauté anglophone. Vous voyez, parce que la gestion du droit d'auteur aussi obéit à des territorialisations que je ne vais peut-être pas m'étendre, parce que ce n'est pas tout le monde, à chaque monde qui gère les droits bons, en Angleterre qui gère les droits plats. Bref, il a eu cette volonté et il avait une approche assez mûre sur ce qu'on appelle l'économie, l'industrie culturelle, Creative Industries. D'ailleurs, j'ai été invité au Festival de la Dominique, c'était précisément pour intervenir sur l'industrie culturelle, pour voir comment, effectivement, quels sont les paramètres qui constituent, effectivement, cette filière de production. Tu avais fait ça en anglais? Non, j'avais fait ça en créole et en français, mais j'avais un petit peu parlé anglais également. Voilà, en tout cas, j'ai été très sensible à leur avancée, si vous voulez, sur cette conception, parce qu'un petit pays comme la Dominique, ils ont considéré qu'effectivement, que la musique, c'est un élément important de leur développement. Donc, ils ont exporté des artistes et donc, c'était important de la politique. Alors, on va écouter un quatrième titre, parce que aussi, ils ont toujours affirmé leur créolité, leur antillanité. Ouais. Donc, on va écouter un titre qu'ils ont dédié. Je l'ai appelé le titre Antillais. Je n'ai pas retrouvé le titre, mais on va le partager. Voilà, nous avons fait un clin d'œil à la Dominique. Je voudrais vous dire qu'il parle tout le temps de fierté, d'identité, de progression culturelle. C'est ça la Dominique. Un salut à Gordon Anderson, Michael Anderson, à toute la famille de Jeff, Joseph, Bill Omen, tous ces artistes qui ont porté la Dominique dans la créolité caribéenne Et dans la création. et de la création. Voilà. Je pense que c'était une émission tranquille, suave, cool, avec des sujets peut-être pointus, mais en même temps qu'on a traité avec la fluidité habituelle. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je remercie David, je remercie tout le monde. Je n'ose pas dire des noms, je ne sais pas qui est là et qui n'est plus là, mais en fait, de toute façon, ici, ils se reconnaîtront. À la semaine prochaine.